Dès le XIXe siècle, l'histoire de Clenay est marquée par le train et la liaison entre Dijon et Is-sur-Tille. Il faut remonter aux années 1880, on va dire, la mise en service de la voie ferrée Dijon-Is-sur-Tille, qui a fait complètement transformer le pays. Les spécificités font qu'il y a une rivière avec une certaine pente et que sur tout le long de cette pente, il y avait des moulins. Et un des moulins importants du coin était à Clenay. Profitant des atouts de la ligne de chemin de fer, le moulin de Clenay est le seul à s'équiper d'une machine à vapeur. Le moulin de Clenay est devenu la plus grande minoterie de la Côte d'Or. Broyant des quantités de choses, des eaux qui venaient des abattoirs de Dijon par exemple, on faisait de l'engrais à partir des os, enfin on faisait des quantités de choses à partir du transport ferroviaire. Et puis cette grosse minuterie qui employait une trentaine de personnes avec une cité ouvrière, déjà des structures assez modernes. À l'époque, on ne disait pas la minoterie, on disait l'usine. Ça montre quand même que les esprits avaient déjà changé. Hein. C'était plus le moulin, c'était l'usine. Les combats n'étaient pas très loin. Verdun, c'est pas si loin que ça. On entendait le canon. Hein. C'était l'arrière, en fait, de l'armée qui se trouvait entre Is-sur-Tille, Clenay et Dijon. C'est-à-dire cette voie ferrée qui allait à l'époque jusqu'au-delà de Bar-le-Duc servait à l'armée. La majorité des hommes ont été mobilisés. Un petit pays comme Clenay a eu 40 hommes mobilisés. C'est vrai, par rapport à une population de 250 habitants, c'est considérable. Bon, les hommes étaient partis au front, les femmes avaient la charge des familles et puis faire vivre les villages, quoi. Mon grand-père a participé, bien entendu, avec son frère qui est décédé en 1915, qui est sur le monument aux morts de Bretigny. Le monument a été érigé en 1919. Par une collecte, et donc il y a 8 combattants, des enfants de Clenay, qui sont tombés au front. En 2018, les habitants de Clenay se rassemblent pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alfred Roth, mort pour la France. Alphonse Borges, mort pour la France. Jean Brûlé, mort pour la France. Louis Quenevier, mort pour la France. Amédée Dondon, mort pour la France. Marcel Gallet, mort pour la France. Louis Desdoux, mort pour la France. Jean-Benet Sobol, mort pour la France. La minoterie, qui avait beaucoup ralenti, a été prise en charge par l'armée pour en faire un centre de soins des militaires. On pense qu'il y a 3 000 à 4 000 soldats qui sont passés par le site au cours des 3 années de guerre. À la fin de la guerre, comme ça avait été un centre de soins, c'est-à-dire avec des malades, avec ça, il n'est plus question qu'on en fasse une production alimentaire. Donc elle n'a jamais repris ses activités. Elle a été soldée, vendue pas très cher pour d'autres activités, et elle a été rachetée par un monsieur qui s'appelait Circoulon, monsieur Circoulon, qui en a fait un atelier de décolletage. Donc ça n'a plus rien à voir avec la minoterie. Et cet atelier de décolletage s'est développé jusqu'en 1943, et ensuite a été transformé, racheté par un monsieur qui s'appelle Yvan Sobol, qui a été ancien militaire chercheur, et donc qui, à partir de cette petite activité économique, en a fait autre chose dans le domaine thermique. La deuxième grosse transformation de Clenay, liée à la guerre, c'est l'exploitation forestière.
Avant, on avait une forêt, ici, qui fait à peu près 276 hectares. Et pour les besoins de l'armée, cette forêt était, au cours de la guerre de 14, complètement rasée. Et donc, à la sortie de la guerre, c'est trouvé que les anciens propriétaires n'avaient pas les moyens de la reconstituer. Et donc, l'État a nationalisé ces surfaces et a replanté une forêt, probablement pas tout à fait les mêmes essences, et on a fait une forêt domaniale. Dans toutes ces années difficiles, après la guerre de 14, après la guerre de 39-45, la forêt c'était primordial pour les habitants, puisque la forêt c'était l'affouage, et l'affouage, eh ben, ça permettait de chauffer les maisons. Il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien, c'était le poêle qui chauffait ou la cuisinière. Voilà. Donc la forêt c'était très important, et en plus c'était une ressource pour la commune. À la fin de la dernière guerre, les troupes américaines sont venues couper une bonne partie de ce qu'il y avait de valable. Mais ça demeure une belle forêt, très riche en botanique. Je crois qu'il y a une vingtaine d'espèces d'orchidées, par exemple, au bord des chemins et tout ça. Et puis la forêt, ben, c'était aussi la chasse. La chasse, c'était des chasses qui étaient louées. Donc il y avait aussi un impact sur le budget de la commune, puisque ça ramenait aussi de l'argent. Et vous avez le muguet, parce que toute la grande ville et les villages savent que Clenay a beaucoup de muguets. Alors c'est les voitures rangées n'importe comment, partout. En 1939, commence la Seconde Guerre mondiale. Au début de la guerre de 40, il y a eu la création d'un corps qu'on pourrait appeler presque un corps franc de défense, où les gens des pays ont été mobilisés et puis ils devaient faire des barrages sur toutes les routes qui venaient du nord. Et donc à Clenay, pardon, il y avait sur la route de Marsanais un peloton de braves habitants de Clenay avec leurs fusils de chasse, je pense, ou quelque chose comme ça, qui ont fait barrage. Et puis les Allemands sont venus un petit peu tâter un peu le terrain. Et puis comme il y avait ça un peu partout, tous les villages avaient créé des points de défense, là. Le commandant de ce système s'appelait le commandant Charivani, qui avait dit ça bien sérieusement. Et ben les Allemands jugeaient que ça ne valait pas le coup de s'embêter, ils ont contourné Dijon par l'ouest. 2 jours après, vers le 17 juin, tout le monde a été démobilisé, rentré chez eux tranquillement. Clenay a été occupé un petit moment par des troupes allemandes qui avaient fermé l'école pour s'en occuper. Mais après, au bout de 6 mois, ces troupes sont parties et l'école a repris son activité normale. Bon, c'est vrai que ça fait un petit choc. On était vraiment dans une zone calme, quoi. Hein, il y avait l'occupation, bien sûr. Mais ce n'était pas à proximité des combats comme la guerre de 14. Bon, le Châtillonnais, c'est une zone qui était relativement peu facile à contrôler, et donc il y a eu 2 grands groupes de résistants qui opéraient depuis dans ces zones du Châtillonnais, dont un qui était le groupe Tarzan, qui venait jusqu'à Saint-Julien-Clenay. Il y a eu, par exemple, à l'usine, un petit refuge pour des résistants, mais tout à la fin, avant, je dirais dans les mois qui ont précédé l'évacuation des Allemands, il y a eu à l'intérieur de l'entreprise un groupe de résistants, d'ailleurs avec une Citroën Renault, marquée FFI. À la fin de la guerre, c'est marqué FFI, qui a stationné là et qui opérait à proximité de Dijon. Et qui, au moment où les Allemands ont commencé à évacuer la région Bourgogne et la région dijonnaise, ont avancé, occupé certains points de l'environnement du nord dijonnais. Les troupes
du général Delatte de Tassigny ont libéré Dijon, sont mis au nord de Dijon et sont restés quelques jours sur la ligne de Norges, Bretigny, Clenay, etc. Et puis avaient leur centre de commandement à la commanderie de Bretigny. Et nous avons eu ici à Clenay un peloton de chars qui a stationné quelques mois, quand même, près de 2 mois, et puis qui, tout au début, quand les combats étaient encore un petit peu limites, où les Allemands pouvaient des fois faire un demi-tour, on ne sait jamais, se sont cachés dans le fameux sous-sol voûté de ce qu'on appelle la cité ici. Parce que cette cité, qui avait une dizaine de logements, avait une cave voûtée qui faisait toute la longueur, mais sans cloisonnement, sans rien. Donc les chars pouvaient rentrer, faire une ligne de chars de 6 ou 7 chars sur la longueur de cette cité. Après la libération commence une longue période de paix. La vie quotidienne des habitants de Clenay s'organise entre ruralité, attractivité de la grande ville toute proche et progrès technologique. Et les gens qui étaient à la campagne avaient forcément, sans être des agriculteurs, possédaient au moins un petit lopin de terre, une chenevière, comme on appelait ça, où toute la famille était contrainte à aller planter, piocher, ramasser, où on vivait. Les gens, ils vivaient sur eux-mêmes, ils élevaient leurs poules, ils élevaient le cochon. Et puis beaucoup de légumes. On a toujours eu des pâtis communaux, nous. Donc les gens étaient attachés aux pâtis pour produire leurs légumes. C'était un bien vital à l'époque pour se nourrir. Tous les ans, chaque famille élevait son cochon et puis ça permettait de passer l'hiver et puis même plus que l'hiver pour avoir à manger. Ah, mais c'est très intéressant les cressonnières. Mais enfin, c'est une vieille histoire. L'eau est primordiale. Les cressonnières est alimentée par la source de la Fontaine au Lion. Ça a été une production locale importante et où on voit les gens avec les planches en travers, en train de ramasser le cresson, faire les petits sachets, parce que c'était un gros travail manuel, la cressonnière. Ça faisait partie de toutes ces petites activités liées ou plus ou moins à l'agriculture qu'il y avait dans les campagnes, quoi. Ici, Clenay, on a été un des villages où il y avait le plus de houblon. Le houblon, c'était important. Il y avait le cassis, il y avait les framboises, et nous, jeunes, on allait, pour se faire un peu d'argent, chez les uns et chez les autres, pour cueillir le houblon, pour cueillir les cassis et cueillir les framboises, et même les cerises. Il y avait même une vigne à Clenay. La vigne, ici, c'était important, parce qu'il y avait des belles surfaces de vignes. C'est des vins de famille, quoi, c'est pas des vins... On disait qu'il fallait faire attention quand on faisait pipi parce qu'on risquait de perforer les chaussures. Mais beaucoup d'habitants ici avaient une petite vigne, parce que c'est pareil, le vin était rare, on n'allait pas au supermarché acheter une bouteille de vin, on faisait notre vin. Tout le monde avait tous les appareils, le pressoir, tout pour faire son vin. Alors après, moi j'ai moins connu, mais il y a eu l'alambic. L'alambic, je ne peux plus situer jusqu'en quelle année il est resté près de la place du monument à l'heure actuelle. Et après, il y avait la chasse. La chasse était primordiale puisqu'il y avait le gibier et ça permettait aussi de nourrir la famille. On sent encore, il y a les racines de l'élevage de chevaux, on voit encore, c'est les seuls animaux qu'on voit, on voit encore un élevage de moutons, et dans l'histoire de Clenay, il y a des gens à Clenay qui ont vécu de cet élevage-là. Il y a eu, les anciens vous diront qu'effectivement il y avait des vaches, on allait au lait comme dans le temps. Alors le pain c'était 2 boulangers, on avait un boulanger à Saint-Julien et un boulanger à Bretigny. Alors eux, ils passaient chacun une journée avec leur camionnette. C'était rigolo parce qu'ils klaxonnaient et puis tout le monde sortait, bien entendu, et puis voilà. Alors l'épicerie, pareil. L'épicerie, à l'époque, il y avait les COP, les coopérateurs de Lorraine. Alors eux, ils passaient 1 fois par semaine. Et après, il y avait l'épicier du samedi qui passait, chrétien, il passait tous les samedis. Et puis le boucher, c'était déjà la boucherie Garot de Saint-Julien qui passait aussi 1 fois par semaine. Le four à pain, il a fonctionné au moins jusqu'en 1955 où
il était allumé et certaines personnes venaient faire cuire leur pain. Pratiquement chaque ferme avait son four à pain. Le four à pain, c'était forcément une bonne idée de le restaurer, même si au départ ça paraissait inutile, parce que depuis, il y a la fête du pain tous les ans, et la fête du pain rassemble une bonne partie des villageois. C'est-à-dire qu'il y a un boulanger qui vient faire cuire le pain dans le four, on rallume le four communal, et c'est une sorte de petite fête qui se passe tous les ans, fin août. Il faut savoir qu'en 1914, il y avait 140 habitants, environ 140 habitants. Dans les années 50, on est resté à 235 habitants. Après, quand les lotissements du Val-de-Norge, de l'impasse des Corps et le lotissement de l'impasse des Louvières s'est monté dans les années 70, début 80, on est passé en 82 à 379 habitants. Et après, la deuxième évolution de Clénès, ça s'est produit au début des années 2000, quand le lotissement des Ribolas et puis des Chardons se sont construits. Et là, on est passé de 379 habitants. Après, à mesure que le lotissement a avancé, on est passé à 500. Et là, maintenant, on est à 860. On est 860 habitants. Donc, on a multiplié par 3 quoi, notre population, ce qui est considérable. En 60 ans, 70 ans. Je dirais que c'est un pays, un village en voie d'évolution rapide. L'avantage de Clénès, c'est qu'on va dire qu'on a un pied à la ville et puis un pied à la campagne, quoi. Quand vous voyez ces tracteurs, ces périodes de labour, de moisson, de tout ça, on continue de vivre le cycle de la nature. Aujourd'hui, que reste-t-il de la minoterie? Oui, le site a beaucoup évolué. D'abord parce que les bâtiments ont été abandonnés à la guerre la plupart des bâtiments ont été abandonnés, donc ils sont dégradés. Et donc, dans les années 60-70, la plupart des bâtiments qui étaient devenus dangereux ont été rasés. Il est resté la maison de maître du patron de la minoterie, qui était d'ailleurs le moulin du XVe siècle. Et puis il reste aussi en bâtiment l'ancien bâtiment de logement du personnel, d'une partie du personnel. Il y avait à peu près une dizaine de logements ouvriers. La commune est en train petit à petit d'en acquérir des parcelles pour faire des logements. Il reste d'autres traces qui sont impressionnantes, c'est les voûtes qui sont souterraines. C'est-à-dire que la Norge et ses dérivations pour aller à la roue du premier moulin ont été non seulement canalisées, mais voûtées. Et ces voûtes sont magnifiques. Elles existent toujours. Elles sont très en bon état, elles ne posent pas de problème. L'électricité arrive vers 1920. Les premiers frigos, je m'en souviens très bien, parce que c'était pas tout le monde qui pouvait avoir les premiers frigos. Parce qu'avant, c'était le saloir, donc pour mettre les haricots verts, tout ça, ou le saloir, et le puits. On descendait le garde-manger à ras de l'eau du puits, ou alors on le mettait, si on avait une bonne cave, on le mettait à la cave. Les premières machines à laver aussi, ça a été dans les mêmes périodes, fin 50, début 60, pour ceux qui pouvaient s'en acheter une. Et autrement, c'était le lavoir. Alors moi, je me souviens avoir aidé les dames à emmener leur bassine au lavoir. Et puis après, c'était un peu un lieu de vie aussi, puisque chacun se racontait ses histoires, voilà. Et c'est un lavoir un petit peu particulier avec des tables qui se rehaussent en fonction de l'eau. Les années 50, 60, le réseau d'eau est mis en place. D'ailleurs, à l'initiative d'un des maires de Clénès, qui s'appelait Auguste Dorel, et qui a monté une association des communes du coin pour faire la distribution d'eau. Et puis ensuite, cette même association a développé le réseau d'assainissement. Jusqu'en 1954, enfin même après, il n'y avait pas d'eau, c'était pas d'eau courante. Chacun avait un puits et c'était le puits qui faisait fonctionner les ménages.
les habitations. Dans les années qui ont suivi, vers les années 70-80, est arrivé le téléphone. Non, bien avant, pardon. Le téléphone, c'est 1926. Mais c'était 2 postes. Un à l'usine, un au Café Brion. Le Café Brion, c'est toujours marqué Café Brion dessus. C'est un des bâtiments qui est dans la cour de la mairie, là. En 58, donc le téléphone était géré par les mairies. Donc c'était les mairies, le conseil municipal, qui désignait une personne à la cabine téléphonique. Donc nous, on a eu la dernière cabine téléphonique qui se situait chez Madame Dorel Anne-Marie, donc à Clenay. Il y avait une pancarte devant la porte, cabine téléphonique. Donc il fallait aller chez cette personne, il fallait avoir son numéro. Elle composait le numéro d'appel, avoir une dame au bout pour qu'elle donne l'autorisation. Enfin, c'était assez compliqué. Une cabine publique téléphonique à Clenay, elle est arrivée qu'en 1978, donc 20 ans après. Assez vite, on a un réseau ADSL ici. Dans les années 50, il y avait 3 voire 4 voitures dans tout le village. Il y avait bien sûr le vélo et la marche à pied et quelques mobylettes. On n'allait pas à Dijon beaucoup de fois par jour, on allait 3 à 4 fois par an à Dijon. 4 fois, c'était le maximum. Autrement, les gens, question de travail, il y avait la SBM. La SBM, ça employait beaucoup d'habitants du village. Donc des petites usines comme l'usine de Clenay voient le nombre d'emplois exploser, passer multiplié par 2, par 3, quoi, un peu comme un peu partout en France. Mais pendant un certain temps, la SBM a été, je dirais, plus que visitée. C'est-à-dire les techniciens de toutes les compagnies pétrolières d'Europe sont venus à Clenay. Et puis donc maintenant, cette petite entreprise, dans son créneau, est un des 2-3 leaders mondiaux de son domaine d'appareils à gaz, à rayonnement infrarouge. Des bâtiments comme l'espace loisir de Clenay chauffés avec ces appareils. Un autre acteur anime la vie économique de Clenay, le garage Dorel. En 1964, Roland Dorel ouvre un garage au centre du village, dans la cour où son père a déjà créé un café. L'entreprise se développe et se spécialise dans les poids lourds, en dépannage et réparation. À l'étroit, au centre du village, l'entreprise s'installe en 1986 dans de nouveaux bâtiments, route de Marsanais. L'entreprise familiale, dirigée par Florent et Damien Dorel, les enfants, emploie 8 salariés et réalise entre 300 et 400 dépannages de poids lourds par an. Le Café Brion, alors là, vraiment, c'était un vrai lieu de vie, puisque ce café, c'était le seul commerce de la commune. Et il faisait coiffeur, donc il y avait Monsieur François, donc le coiffeur, qui venait une fois par semaine. Et bien entendu, avec la chasse, tout le monde qui gravitait autour, le Café Brion, c'était un vrai lieu de vie. Tout le monde pouvait y aller, petits et grands. Et puis Madame Brion est tombée malade en 1957. Donc après, c'est mon beau-père qui a repris le café en 1958, Dorel Hubert, voilà, qui a fermé l'année dernière. Les années 60, 70, 80, là c'était aussi un vrai lieu de vie. Hein. C'était pareil, il y avait le jeu de quilles, ça jouait pratiquement toute la nuit, mais quand il y avait le 1er mai, parce qu'avant il y avait la fête du 1er mai à Saint-Julien, c'était une fête organisée par les anciens combattants et qui réunissait beaucoup de monde. Et puis comme il y a du muguet dans les bois là, et tout le monde, c'était des fils et des fils de voitures et ils s'arrêtaient là, c'était vraiment impressionnant quoi, pour l'époque. Et les 2 pompes à essence, il les a mis donc, pour éviter aux gens, quand il y a eu les premières voitures, d'aller dans les stations de Dijon. Ça fonctionnait bien, hein. Mais elles ont fonctionné jusqu'au milieu des années 90. Alors, tous les ans, autour de l'église, du côté entre l'église et les maisons, on montait un bal. Nous, les gamins, on aidait. C'était M. Cottenet à l'époque, on l'aidait. Il s'amenait avec son bal, c'était une tradition. Alors, je me souviens plus si c'était en mai ou en juin.
Mais c'était dans ces périodes-là, c'était mai ou juin. Et il y avait le bal monté et un manège. Il y avait un manège, voilà, et puis peut-être une petite baraque de confiserie. Mais ça a perduré assez longtemps. Il y avait aussi un corps des sapeurs-pompiers qui a été fondé en 1908. Et le corps des sapeurs-pompiers s'est arrêté en 2008 parce qu'on n'a pas eu de volontaires. Je pensais qu'on allait avoir un regroupement avec Bretigny, Clenay et Saint-Julien, et puis bon, ça n'a pas pu trop se faire. Donc le corps a été dissous, je crois que c'est en 2010. Ça doit être en 2010, il a vécu 100 ans. Le premier vide-grenier qui a été fait, c'est ici à Clenay, là ici dans le jardin derrière l'école. Et autrement, eh ben, on faisait notre méchoui, Fontaine-au-Lion, tous les ans notre méchoui, le bal-trappe, avec tir à la carabine, et un ou deux concours de tarot. Puis on avait plein d'activités, on avait le Noël des enfants, voilà, c'est une association qui vivait. Alors en parlant d'association, ça me revient, la première association, on l'a fondée début 80, donc c'est l'association actuelle, l'ASLC, donc l'association Sport et Loisirs de Clenay. Ça a été fondé dans le début des années 80, quand le village il a commencé d'augmenter en habitants. À Clenay, il y a toutes les activités, disons, d'une grande ville dans un petit village. Et il y a eu cette grande aventure. La grande aventure de la construction, il vous en a parlé certainement, Monsieur Darge, de l'espace loisir. Alors un jour, on a appris que la grande entreprise qui était ici se désintéressait d'un de ces grands hangars. Alors j'ai pris contact avec les propriétaires de cette entreprise. Puis un jour, le patron m'a dit « Écoutez, on ne va pas vous la démonter, vous vous débrouillez. Mais autrement, on vous la donne. » Tous les samedis, pendant plusieurs mois, hein, je ne me souviens plus combien, mais on a tout ôté les bardages, tout ça, on a désossé carrément tout le bâtiment. Ce sont quand même les personnes de Clenay qui ont permis de refaire ce qui est aujourd'hui l'espace loisir. Et pareil, sur le site actuel, avec des bénévoles, eh ben, on a peint les charpentes et tout ça. Tout ce qu'on pouvait faire comme travaux à l'époque, que ça n'impactait pas le budget de la commune. Voilà. Et on a réussi donc à faire cet espace loisir maintenant qui est une vraie richesse pour notre commune et même pour la communauté de communes. Et je dois dire que je suis content d'avoir pu faire ça. Je me dis, quand je vois combien ça tourne, combien il y a de personnes qui viennent, et pas seulement du village, mais des villages à côté, mais de Dijon, de partout. Alors les souvenirs d'enfance, bon, à partir de 54, j'avais 6 ans à l'époque, on était donc à l'école à Clenay dans une classe unique. Et à partir de cette date-là, c'est décidé de construire une deuxième classe qui s'est réalisée en 56. Il y avait la corvée pour allumer le feu, hein, on est chacun notre tour, il fallait qu'on allume le feu le matin. Alors le bois, on allait chercher au bûcher où il y a le petit passage là, à l'heure actuelle. Et pour la coopérative scolaire, l'école, eh ben, on allait cueillir les orties blanches, les fleurs d'ortie blanche, le sureau, le tilleul, et on faisait des bouquets qu'on vendait pour pouvoir avoir une petite coopérative scolaire. Comment dire, il y a eu, ça c'est plus récent, donc la construction de ce groupe scolaire-là, en 2006. Ça a été un projet très important au cours du premier mandat. Et on a décidé de créer une sorte de pôle de centralité ici, c'est-à-dire la mairie, l'école, la cantine, la bibliothèque et au-dessus de la mairie des salles d'association. C'est une belle école, d'après tous les enseignants qui sont passés ici, même des remplaçants qui sont venus à titre momentané, on dit on aimerait bien rester ici. Et vis-à-vis de l'architecte, j'avais des exigences et notamment un couloir large, un placard dans chaque classe et une arrivée d'eau dans chaque salle, plus une salle informatique, ça me paraissait important.
La fontaine au lion, c'est vraiment un élément important du village. J'ai tenu à ce que ce soit restauré. On a fait un muret pour protéger la source. On a restauré la voûte qui est, selon la légende, un souterrain qui allait au château. On a fait une coupe des arbres manuels pour faire des ouvertures de lumière pour que l'eau puisse circuler et avoir la lumière suffisante pour certaines plantes. Il y a un élan nouveau qui est de reconstruction d'une grande partie de la nature. On a construit des écoles, on construit des maisons, on aménage des quartiers, mais on reconstruit également un peu ce qu'était la nature. Et on sent que non seulement on en a besoin, mais c'est une volonté de tout le monde. Aujourd'hui, je me dis, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est bien chez nous. C'est tout petit, on a tout à fait l'aisance de s'y balader, de s'y aérer, et puis des heureux, quoi, c'est tout. Hein. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité. À travers ces histoires, parfois structurantes pour le développement du village, parfois plus anecdotiques, ce film retrace une centaine d'années de vie commune. Le choix de ces histoires est subjectif, incomplet. Il reste beaucoup de sujets à explorer et à raconter, dans le but de transmettre toutes ces valeurs à nos enfants.